On est dans une situation incroyablement paradoxale. Jamais l'humanité n'a possédé, me semble-t-il, une telle somme de connaissances, d'expériences, de technologies, de sciences. Et dans le même temps, jamais elle ne s'est trouvée dans une telle situation de vulnérabilité. Et ce qui est très inquiétant, c'est que, d'ailleurs ceci explique probablement cela, enivrée par cette espèce de profusion de sciences, de savoir, de technologie, l'humanité a perdu une forme de lucidité ou de conscience. Je pense qu'il y a un déficit tragique de conscience et que le vœu de Rabelais que cette science sans conscience ne serait que ruine de l'âme n'a jamais été aussi bien ou aussi malheureusement exprimé. Tout simplement parce que je pense qu'on est victime de la fulgurance du XXe siècle. Quand on regarde, même à l'échelle, pas forcément d'un siècle, mais de 10 ou 20 ans, la rapidité des changements, on voit bien combien structurellement nos sociétés ont du mal à la fois à gérer le présent et à anticiper l'avenir. Et probablement aussi que, aveuglé par ce succès de la science, ça a créé un espèce de désarroi de l'humanité parce que l'homme n'est plus relié à rien. Sa religion aujourd'hui, c'est le matérialisme. Et on s'est petit à petit désolidarisé de la nature. Et en voulant se libérer de la nature, chaque jour, on s'est rendu un peu plus vulnérable. Alors c'est ce paradoxe, c'est que d'un côté, l'humanité est très brillante, et de l'autre côté, elle fait preuve d'une bêtise absolue parce que, consciemment ou inconsciemment, elle est quand même en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Et souvent, je dis qu'on est victime, nous les pays riches, parce que n'accablons pas évidemment les pays émergents qui ont d'autres difficultés, qui n'ont pas cette connaissance, ou en tout cas s'ils l'ont, ils ne peuvent pas la prendre en compte à ce stade. Nous sommes victimes de ce que j'appelle le syndrome du Titanic. Pour moi, l'humanité me fait penser à un immense paquebot, au sommet duquel l'orchestre continue à battre son plein, et à différents niveaux de pont. Ces niveaux de pont pourraient un peu incarner différents degrés d'évolution de nos sociétés. Chacun va qu'à ses occupations avec plus ou moins de bonheur. Mais personne n'est en train de se rendre compte qu'il y a de l'eau qui rentre dans les cales et que quand le bateau va sombrer, quel que soit son niveau, eh bien c'est l'ensemble de l'humanité qui va couler. Alors quand on dit ça, évidemment on lève le scepticisme parce que beaucoup font une confiance absolue dans la science et dans la technologie et ne peuvent pas se résoudre au fait que l'humanité soit dans une telle situation de vulnérabilité. Et pourtant, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à ce seuil fatidique où selon le degré de conscience dont nous allons nous doter, soit nous allons nous enfoncer dans un certain nombre de domaines vers l'irréversible, soit au contraire. Et c'est le vœu que je fais au moment où on change de siècle et de millénaire, nous allons donner du sens au progrès. Et ce qui est paradoxal encore, c'est que nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas démunis. Le XXe siècle et le XIXe siècle nous ont légué sur la table des outils fantastiques, technologiques, scientifiques, intellectuels, spirituels, mais nous les ordonnons dans le mauvais sens. Nous les utilisons mal, nous confondons progrès et performance. Et puis surtout, nous sommes encore empreints de ce siècle des vanités qui pensent que l'homme est au-dessus de tout. Et que l'homme, de toute façon, trouvera toujours dans son arsenal scientifique et technologique une solution pour réparer éventuellement ses propres erreurs d'appréciation. Et ça, c'est un sentiment ou une attitude tragique, coupable, que nous paierons comptant devant l'histoire. Alors dans beaucoup de domaines, la situation elle est grave. Même si la science, évidemment, tarde pour cause de difficultés de modélisation ou de certification à nous dire des choses avec précision. Mais faut-il aujourd'hui être forcément un prix Nobel pour se rendre compte que dans beaucoup de domaines, nous allons vers le pire et vers le tragique? Faut-il être un prix Nobel forcément pour s'apercevoir qu'il y a des aberrations climatiques partout sur la planète et pas forcément sous les tropiques?
Regardons en France, ces inondations à répétition. Moi, il y a 20 ans, j'entendais parler des inondations séculaires ou centenaires. Maintenant, c'est toute l'année et n'importe où avec les conséquences tragiques pour ceux qui en sont les victimes. Probablement que les changements climatiques ne sont qu'une partie des causes. Le changement de pratique des sols en est une autre. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui devrait nous frapper l'esprit. Et moi, en tant que voyageur, partout où je vais dans le monde, les anciens n'ont plus de référence par rapport au cycle climatique. La déforestation et l'érosion de la biodiversité qui lui est associée, c'est mathématique. Je sais que Jean-Marie Pelt est parmi vous. C'est probablement une des plus grandes tragédies où nous franchissons l'irréversible à chaque instant. On sait combien d'hectares de forêts tropicales nous déforestons, nous coupons, nous détruisons à chaque minute. Donc nous savons qu'à l'échelle de 2050, c'est probablement 50% de la biodiversité. Et toutes les clés pour la science, toutes les chances de succès pour l'humanité qui disparaîtront avec cette érosion de la biodiversité. La désertification, la diminution des ressources en eau potable, auxquelles aucun pays n'échappera, et la désorganisation sociale qui accompagnera cela. L'état de nos océans, la pollution des sols. La liste est longue. Et le problème, c'est que dans nos sociétés urbaines, dans nos pays entre guillemets industrialisés, qui a conscience véritablement de cela? Dans les villes, l'eau coule toujours au robinet. La biodiversité est probablement quelque chose d'abstrait, les pigeons sont toujours là. Les animaux, il suffit d'ouvrir sa télévision, sauvage, semblent immuables. Et tout ça n'est qu'un leurre. Parce qu'une des difficultés, un des grands risques de nos sociétés, c'est que nous avons pris des distances avec le réel pour céder au charme du virtuel. Et nous refusons de voir ces réalités en face. Probablement parce que la vie et l'existence nous accablent déjà. Et que nous n'avons quelque part pas envie de nous mettre une strate d'angoisse supplémentaire. Et pourtant, que toutes nos petites luttes vont sembler bien dérisoires, lorsque la planète va se dérober sous nos pieds ou lorsque nous aurons à combattre la nature, et croyez-moi à cet instant-là, vous le savez, nous serons ramenés à notre propre insignifiance. Voilà, moi mon sentiment est un sentiment d'inquiétude et en même temps est aussi un sentiment d'enthousiasme parce que quel magnifique défi nous avons de se dire nous allons enfin donner du sens au progrès. Essayons, pour revenir à ces outils dont je parlais tout à l'heure, d'ordonner différemment ces outils. Moi je vois ça en termes passionnants, mais encore faut-il que nous mettions ce défi en haut des priorités nationales, communautaires et internationales, et pour l'instant nous en sommes loin. Et c'est dommage parce que la sagesse est là, le bon sens est là. Il n'y a pas moins de sages qu'au XXe siècle ou qu'au XIXe siècle. C'est leur voix qui est moins accessible, car elles se perdent dans le brouhaha du superficiel, du virtuel, du médiatique. Alors arriverons-nous les uns et les autres à faire en sorte qu'un jour l'humanité retrouve un peu de bon sens, un peu de raison? Moi je refuse de me résigner parce que ça serait donner la victoire au cynisme. Mais en même temps, je ne vous cache pas que si je suis optimiste de nature, je suis un peu pessimiste de raison. Mais quand je doute, comme c'est le cas assez régulièrement, je m'accroche à une phrase d'un homme dont les mots prennent tout un sens aujourd'hui, c'est Saint-Exupéry. Il dit cette phrase fantastique, il a écrit cette phrase fantastique, il dit « Il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces. Créons ces forces et les solutions suivront. » Eh bien, créons ces forces.